Je veux parler d'un truc tabou. Je veux parler de comment j'ai fini chez les fous. J'ai envie de parler d'amour et de ce qu'on fait aux gens quand d'amour ils sont fous. Je veux parler de la prison des âmes et la maison des cœurs brisés. J'ai envie de parler de ces marginales et de où ils sont vraiment cachés. C'était un mois de février. On m'annonce qu'il existe une solution, on m'annonce ça comme si j'étais né perturbé. Comme si avoir la rage comme raison de vivre et la peur d'aimer, ben c'était pas normal. Comme si les marques sur mes bras étaient un scandale. Comme si moi, enfant en errance, enfant en transe pour un rien d'émotion, de mots déplacés, un vide de sensations ou un trop plein d'anxiété. Comme si c'était normal de dire à un enfant qui souffre qu'il n'est pas normal, que la douleur c'est chacun à son tour. Comme si c'était normal de dire à un enfant qui a mal, mal au cœur, mal au ventre, malheureux, qu'il est fou. Alors que la seule folie qu'il voulait, c'était de l'amour. Mais qu'est-ce que vous êtes bêtes, vous les adultes, c'est dingue quand même. Mais ça se dit avoir un travail, et ça se dit avoir un diplôme. Je connais bien mon travail, madame, qu'elle répétait sans cesse à ma mère, pour se rassurer, ou se convaincre que c'était vrai. Comme s'il existait vraiment un travail qui vous donnait le droit de décider de la douleur d'une personne, de décider de comment la soigner et de sa gravité. Comme si juste un petit bout de papier vous donnait le droit de regarder un enfant dans le blanc de ses yeux, lui diagnostiquer une étiquette qu'il prendra sûrement toute sa vie à déconstruire ou toute sa vie à subir en pensant que c'est la vérité. Mais dites-moi, qui vous donne le droit? Non, personne, je crois pas, personne, même pas ce putain de bout de papier. Je veux parler d'un truc tabou. Je veux parler de comment j'ai fini chez les fous. J'ai envie de parler d'amour et de ce qu'on fait aux gens quand d'amour ils sont fous. Je veux parler de la prison des âmes et la maison des cœurs brisés. J'ai envie de parler de ces marginales et de où ils sont vraiment cachés. C'était un mois de février. On m'annonce qu'on va me soigner comme si la folie était une maladie. Qui sait? Je rentrais pas dans leur cage jolie, j'aimais sûrement trop bouger et crier. Je faisais peut-être trop le garçon alors que j'étais une fille. J'avais peut-être pas assez de bonnes notes. Ou c'est peut-être ma couleur qu'ils aimaient pas. J'étais la saleté dérangeante sur la feuille blanche lorsque je rentrais en classe. En plus je vous avoue moi, à l'époque, je me lavais pas des masses. Non, m'occuper de moi c'était le dernier de mes problèmes. J'avais peut-être des réactions trop bizarres. Ils me voyaient trop rigoler ou au contraire trop pleurer. Mon sourire n'était pas assez grand et fort pour masquer ce bazar et... En vrai, j'en sais trop rien. Je me suis pas posé la question. Je me sentais différente et sur ce point-là, ils avaient raison. Février. Je rentre dans la prison des âmes et la maison des cœurs brisés. Là où tous les marginales sont secrètement cachés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Bonjour Pincée de Coco, bonjour Quentin Dujardin. Vous avez magnifiquement introduit le sujet de l'émission d'aujourd'hui, la santé mentale, et en particulier la santé mentale des jeunes. Alors Pincée de Coco, on va vous retrouver en plateau dans un instant, mais j'ai envie de poser une question à Quentin, parce qu'on va parler aujourd'hui notamment d'initiatives qui sont lancées et de ce collectif Tout va s'arranger ou pas, qui est né qui est d'un documentaire qui a été réalisé pendant le Covid. Il y a un deuxième volet qui a été réalisé, il y a plein d'actions qui sont organisées par ce collectif, porté par des jeunes. Quentin, vous avez composé la musique de ce documentaire, vous accompagnez Pincée de Coco et d'autres lors des projections. Qu'est-ce qui vous motive finalement? Qu'est-ce qui vous a touché dans ce projet? C'est un sujet d'une densité rare, humainement parlant. Le fait de l'imaginer porté par une musique qui peut les aider à avancer, c'est d'une perspective inimaginable en tant que créateur. C'est quand l'art rejoint une réalité qu'on peut changer, qu'on peut transformer. Et que ce soit Coco, mais d'autres aussi dans le collectif. On pense à Elena, que vous accompagnez. Voilà, ces filles, ces jeunes filles écrivent des textes d'une rare vérité, d'une puissance qui est totalement vécue ou a été vécue. Et elles se projettent dans un futur qui est totalement nébuleux pour elles. Et je trouve que de porter ce message, ou en tout cas de leur apporter une forme de lumière aussi avec la musique et les aider à sortir ce qu'elles ont par le truchement de la musique, c'est d'une puissance remarquable. Et donc je les encourage à poursuivre leur chemin avec la musique qui les accompagne et qui puisse en tout cas, quelque part, on pourrait presque parler d'une forme d'exorcisme de ce qu'elles ont vécu.
Merci, merci Quentin. Bon, on l'a vu, hein, cette puissance. Mais je vous propose qu'on regarde la bande-annonce de ce documentaire « Tout s'est arrangé » ou pas. Et puis, on se retrouve en plateau tout à l'heure. Et donc tu te bats de ouf, mais le problème c'est que la solution c'est pas la guerre, tu vois, c'est pas se battre, et c'est ça qui est horrible en fait, c'est que la solution c'est pas se battre, la solution c'est de s'arrêter et de prendre soin de soi. Ça c'est à peu près 1 an ou un peu plus de médicaments que je prends tous les jours. Enfin, en gros il y a des petits qui sont tout seuls. Donc ouais, c'est pas du décor. C'est toi qui t'effondres, c'est toi qui tiens pas, c'est toi qui n'es pas assez solide pour notre société, c'est toi qui trouves pas ta place à l'école, c'est toi qui trouves pas ta place dans le monde du travail, c'est toi. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a rien vécu et c'est pour ça que je voulais témoigner. Et notamment les sismothérapies, donc les électrochocs. Mais je doute encore de l'utilité parce que j'ai toujours pas retrouvé ma mémoire au bout de presque 3 ans. Et j'avais un petit cahier que j'ai rempli de ronds. Un cahier rempli de ronds de la page 1 à la 20. J'ai rempli pendant 1 semaine des ronds. On est parti pour une aventure que je ne connais pas moi-même. Ouais, ok. Et on se retrouve donc en plateau avec mes 3 premiers invités. Alors on accueille Clément. Bonjour Clément, tu es membre du collectif Tout va s'arranger ou pas. On accueille également Elena Delacroix. Bonjour, membre également de ce collectif et Pincée de Coco qu'on vient de voir slammer. Alors j'ai envie de commencer avec vous Coco, avec toi. On va se tutoyer. Hein. On va se tutoyer, c'est plus simple. Vous l'avez demandé et donc je respecte le choix. Alors Coco, on l'a vu dans le slam, on l'a vu aussi dans la bande-annonce du documentaire Tout s'est arrangé. C'est important pour vous de témoigner, de faire entendre votre voix sur la question de santé mentale. Pourquoi ? Je dirais le manque de représentation. Quand j'étais jeune, je pense que ça m'a beaucoup manqué. De voir et d'entendre de parler de santé mentale, je me suis sentie... Je pense que la plus grande souffrance que j'ai eue quand j'étais jeune, ça a été vraiment la solitude, de me dire, en fait, je suis pas normale. J'ai grandi dans un milieu, à la campagne, là où, du coup, il n'y a pas l'effervescence, il n'y a pas encore l'éducation de tout ça, et c'était il y a quelques années. Et on ne parlait pas de santé mentale, on ne parlait pas du fait d'aller mal, on ne parlait pas de... Moi, j'avais des idées noires, et j'en parlais à personne. Et quand j'en parlais à des gens, mes copines, par exemple, elles me disaient que c'était bizarre et que c'était pas normal et que elles avaient un peu peur. Et donc moi, il y a vraiment eu ce truc de la folie, de me sentir folle, mais de manière péjorative, quoi. Et je pense qu'il y a surtout aussi le rapport à la culture aussi, donc venant d'une famille africaine aussi, ce rapport-là à dire, en fait, c'est dans ta tête, c'est faux, c'est des inventions, c'est des mensonges. Et je pense que le fait d'avoir été hospitalisée m'a permis de rencontrer des gens comme moi. Et en fait, je me suis dit, si j'avais su, en fait, qu'on était beaucoup à ressentir ça, qu'on était pas normaux et qu'en fait, c'est tout un monde qui est OK, en fait. Et qu'il y avait des raisons, il y avait des explications, ça venait de quelque part. Et je pense que l'ignorance, ça a été ma plus grande source de souffrance. Et donc là, maintenant, le fait de pouvoir en témoigner, de pouvoir dire à des jeunes, en fait, ça existe et ça va quelque part, c'est un chemin, ouais, c'est OK, sens, ouais. que c'est OK de se sentir seul, mais tu n'es pas seul. Parce qu'on est blindé et en fait, avoir découvert... Je pense que vraiment, le plus gros soulagement, c'est de me rendre compte qu'on était beaucoup pas à souffrir, mais à mener un combat où on se dit, en fait, on n'est pas normal. Et je pense que la représentation, et je pense que c'est l'une des choses sur lesquelles je suis le plus fière dans ce projet, c'est vraiment de me dire, tout ce que je représente en tant que personne et mon identité vient et arrive à parler de santé mentale devant des jeunes qui n'ont jamais vu peut-être une personne noire parler de santé mentale. Et je trouve ça super important. Et donc,
Voilà. Et on aura l'occasion de parler de ce collectif que vous avez créé, dont vous faites partie. Mais j'ai envie de me tourner aussi vers Clément. Clément, quand on a préparé l'émission, je t'ai appelé et tu m'as dit, moi, ce qui me pousse à témoigner, c'est la colère. Oui, tout à fait. Pourquoi la colère? Pour 3 raisons. Je dirais d'abord l'hypocrisie. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « oui, on est d'accord avec vous, on veut vous aider », mais ils ne sont pas prêts à s'investir, à prendre le temps de se renseigner et aussi à donner des sous, parce que les sous, c'est quand même le nerf de la guerre. Oui, vraiment. Et aussi, face à l'impunité des maltraitances, des médecins, des institutions. Moi, j'ai porté plainte auprès de l'Ordre des médecins en France, à la police, mais rien ne s'ensuit. Suite au traitement que tu as subi? Oui, bien sûr, aux différentes maltraitances. Et même sans porter plainte, quand on vient, on parle avec les chefs, ils nous disent, ils diminuent notre parole, ou ils disent que ça ne s'est pas passé, etc. Et aussi une colère que ce tabou, ce silence que ça engendre, ça fracture la relation avec mes proches. Et certains de mes proches, qui ne m'ont pas aidé alors que j'étais littéralement en train de mourir à côté d'eux dans la chambre d'à côté, comment je peux encore aujourd'hui, alors que je suis rétabli, avoir une relation de toute confiance avec eux? C'est pas possible quand on nous a laissé mourir d'avoir une relation comme si de rien n'était après. Donc ça fait pas été entendu? Pas été entendu, pas été assisté, pas été aidé, et j'ai été ignoré. Et quand on a été ignoré par nos proches, ensuite, quand c'est fini, on peut pas faire comme si ça ne s'était pas passé. Et il y a vraiment un avant-après, et cette colère, si ce tabou n'existait pas, peut-être que la relation avec certains de mes proches ne serait pas fracturée aujourd'hui. On parle beaucoup de tabou, et Coco en parlait aussi dans le slam d'entrée. Elena, le tabou, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça a comme conséquence, toi, sur... voilà, toi, tu as 16 ans, tu es en dépression, tu le dis comme ça? Oui. Et qu'est-ce qui fait que... c'est quoi le poids de ce tabou, en fait, pour toi? Et en fait, on n'ose jamais en parler, que ce soit avec les professionnels, avec nos parents, avec nos amis, parce que nos amis, on se fout de la gueule des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Nos parents, ils ont honte que leur fille ait des problèmes. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux parce que ça fait longtemps, mais au début, on te dit que c'est pas normal, que tu as une vie parfaite et que t'es juste pas normal, quoi. Et donc, moi, je dois continuer à me dire, mais en fait, pourquoi je vais pas bien? C'est pas logique. J'ai pas le droit de pas aller bien, qu'on s'occupe de moi. Et même les psychologues, les psychiatres, tout ça, ça dépend. Vraiment, ils sont hyper... ils dépendent des patients avec qui ils sont. Parce que moi, on me dit toujours ah, mais ça va aller, c'est toujours la même chose avec toi, on n'arrive jamais à avancer, il faut que tu fasses des efforts. Alors, nous, on essaye d'en parler. Et après, on reçoit ça en retour. Nous, on se dit, ça sert à quoi d'en parler si on ne nous aide même pas? Pourquoi continuer à parler quand il n'y a personne qui nous tend la main? Donc moi, je trouve, à part nous donner des médicaments, ils ne font rien, quoi. Et même à l'école, c'est hyper tabou. À l'école, les profs, ils n'ont pas des élèves en face d'eux, ils ont vraiment des machines. On est là pour qu'eux gagnent leur vie et le reste, notre vie, à côté de ça, ils s'en foutent. Après, ce n'est pas tous les profs, mais c'est la plupart des profs. Et l'école n'est pas du tout adaptée aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale. On a 8 heures de cours par jour, on doit encore étudier après à la maison. On n'a jamais de temps pour soi. Si on dort en cours, on se fait engueuler. Si on a des mauvaises notes, on a l'impression qu'on va rater notre vie, qu'on est des moins que rien. Et je trouve ça vraiment dégueulasse, quoi. Est-ce que là, tu te sens écoutée? Est-ce que, par exemple, le collectif, c'est quelque chose qui fait que tu te sens écoutée à un moment? Oui, parce que aussi Pierre, il a été vraiment très à l'écoute. Pierre, c'est le réalisateur du documentaire dont on a vu la bande-annonce. Oui, c'est ça. Il a essayé de m'aider, de trouver des solutions pour que l'école m'écoute, pour que j'ai un système plus adapté. Bon, après, l'école, ça sont pas toujours très ouverts, mais non, même avec les jeunes, ils sont tous super sympas. Et c'est des personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous et qui peuvent nous comprendre mieux que quiconque, mieux que des gens qui ont juste étudié dans des livres, quoi. Parce que c'est des gens qui ont vécu la même chose. Et alors, peut-être penser Coco et Clément, parce que quand on dit ils ont vécu la même chose que nous, c'est quoi en fait? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous alliez mal, quand vous allez mal? Vous vous sentez comment? Moi, j'ai l'image, j'aime parler de l'image des lunettes.
la dépression, c'est quelque chose, on se rend pas compte, mais en fait, c'est comme si à un moment, tu vois, quand tu mets des lunettes de soleil, tu vois déjà, tu arrives à voir le soleil, mais tu vois tout le monde autour de toi d'une couleur différente, parce que ça filtre. Et en fait, je pense que la dépression, je le vis comme ça. C'est à un moment, d'ailleurs, je pense que c'est comme ça que j'arrive à analyser mes rechutes, c'est qu'à un moment, je sens ces lunettes se déposer sur mon visage, et d'un coup, tout devient irritant et fade. Et il y a une sensation de mal-être dans ton corps. C'est très physique aussi. On parle beaucoup de la santé mentale, mais c'est très, très physique. Et il y a une sensation de mal-être dans ton... Là, par exemple, j'entendais Elena parler de l'école et tout ça. Ben moi, j'ai la petite boule à la gorge parce qu'il y a ce truc de... Ça serre, ton corps, il serre. Tes pensées, elles serrent. Elles tout. Et c'est comme si tout devenait noir. Et tout perdait du sens et en fait et tu te dis c'est comme si c'était un bouton on a déposé les lunettes, on a débloqué un bouton et tu n'arrives à plus rien voir quelque chose de beau et t'as beau essayer, t'as beau faire ce que t'aimes et en fait tu perds l'envie de tout et je pense que c'est la chose la plus difficile à comprendre quand on n'a jamais vécu ça, c'est le perdre de l'envie même de se laver, de se brosser les dents, de marcher, de manger et tout devient un supplice. Vivre, respirer devient un supplice. Et en fait, je pense que si tu l'as pas vécu, c'est quelque chose que tu peux pas comprendre parce que c'est une force tellement plus forte que toi et tellement plus, enfin, qui est mentale, qui est physique, qui est dans l'être, et je pense que il y a vraiment cet aspect lunettes et je pense que c'est pour ça que le temps, la patience, l'écoute, le fait de le déposer et le fait de surtout pas mettre la pression et vraiment je pense que prendre le temps, c'est la clé, de prendre le temps de analyser, de le comprendre, de réaliser aussi que tu as ces lunettes, de dire en fait c'est ok de perdre l'envie, c'est ok d'être envahi par tout ça et en fait maintenant qu'est-ce que j'en fais, comment je dialogue avec, comment je cohabite avec parce qu'en fait ça m'habite et je pense, honnêtement, quand tu ne l'as pas vécu, vu que c'est quelque chose de très sensoriel, quand tu ne l'as pas vécu, c'est très, très compliqué d'intellectualiser une chose pareille. Parce que c'est de la sensation, c'est de la maladie, en fait. Ouais. C'est ça, c'est comme quand tu tombes malade, tu as un rhume, tu te réveilles un matin, tu tousses, eh ben, tu te réveilles un matin, tout devient noir. Et en fait, c'est ça. Et je pense que les gens ont du mal à capter cet aspect de c'est une maladie. C'est une maladie, en fait, qui arrive et qui peut te tomber dessus comme ça, ou qui grandit petit à petit. Mais ça prend du temps. Et je pense que c'est vraiment très, très dur à intellectualiser quand tu ne l'as pas vécu. Et Clément, je vous redonne la parole. Je te donne la parole dans 2 minutes. On va regarder une séquence du documentaire qui parle de la surmédication. Et je sais que c'est quelque chose qui te touche. Donc, on va regarder la séquence. Et on va... Elena, tu vas nous quitter, mais tu reviens tout à l'heure. On va accueillir 2 autres invités juste après la séquence. Ici, qu'est-ce qu'on a? Trazodone, c'est ce que je prends toujours pour dormir, 100 mg. Ici, on a... Je pense que je peux me faire des vêtements avec, si on les coupe tous ensemble. C'est Fashion Week. Alors, il faut que je... Alors, enfants et adolescents. Le trazodone ne doit normalement pas être utilisé chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans. Par ailleurs, il faut savoir que les patients de moins de 18 ans courent un risque plus important d'effets indésirables de type tentative de suicide, pensée suicidaire et hostilité, principalement agressivité, comportement d'opposition et colère, quand ils prennent cette classe de médicaments. Bah super. Oui, et donc dans cet extrait, on a vu Saï qui témoigne de tous les médicaments qu'elle prend, de cette surmédication. Clément, je sais que c'est un sujet qui te touche aussi. Tu estimes qu'on surmédicalise trop aujourd'hui la santé mentale, en l'occurrence dans ton cas par exemple? Oui, évidemment. Déjà,
parce que pas assez de moyens, voilà, la médication est une manière de contenir les crises de manière très efficace. Et dans mon cas, j'ai été surmédiqué. Donc j'ai perdu l'usage partiel de mon côté droit, donc mon œil qui ne marchait plus, ma déglutition, ma motricité fine et même ma marche, et puis tout ce qui est à l'intérieur du corps aussi. Et aussi, on m'a fait un mauvais diagnostic en me mettant de schizophrénie, alors que pas du tout, en me mettant en place une nappe. C'est un neuroleptique à effet prolongé. C'est une piqûre qui coûte 900 € par mois à la sécurité sociale. Moi, je ne payais rien. Et ça m'a fait perdre toute ma mémoire de travail, de concentration, etc. Donc oui, il y a une médication facile, puisque c'était en une séance, contre l'avis du service qui gérait normalement les premières crises psychotiques des jeunes. Mais ce praticien-là a décidé quand même de mettre le paquet. Voilà. Alors, donc pendant cet extrait de Saï, on a accueilli 2 autres invités, donc je vais les présenter. Donc il y a Véronique Detière, donc tu es co-directrice de la FAPEO, membre du collectif également. La FAPEO qui a collaboré avec donc Pierre Skonbrod, qui est réalisateur au Centre d'Action Laïque et donc le réalisateur du documentaire dont on voit des extraits depuis tout à l'heure. Pierre, là, à la fin de la séquence avec Saï, on voit les chiffres, l'explosion des chiffres des antipsychotiques, ça n'a pas arrêté depuis la fin du confinement et la fin de la période Covid. Est-ce que c'est notamment ça qui t'a poussé à te replonger dans cette question de la santé mentale? Parce qu'il y avait eu un premier documentaire, il y a eu plein de projections, plein de rencontres. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les chiffres? Est-ce que c'est les témoignages qui fait qu'à un moment, tu t'es dit il faut que je fasse un deuxième volet? C'est aussi ça, mais pas que. C'est aussi une demande des jeunes avec qui on a beaucoup travaillé ce sujet, et singulièrement un trio, Pincée de Coco qui est ici ce soir avec nous, mais également Saï et Elena, qui ont très très vite, quand on s'est mis en route... Donc Elena qui n'est pas la même Elena, je précise, mais qui est dans le documentaire. C'est une autre Elena, et qu'on salue évidemment. Non, c'était... leur envie, quand on s'est mis en route lors des projections, s'est très vite matérialisée. Elles avaient le sentiment de ne pas avoir tout dit, en fait. C'est ça que je voulais exprimer. Et moi, je me suis dit, OK, d'accord, mais quoi précisément? Et surtout, êtes-vous certaine qu'on ne s'embarque pas dans un second numéro et qu'on répète finalement vaguement ce qu'on a dit dans le premier, quoi. Et donc, c'est un petit peu ça qu'on a travaillé pendant 2 ans. Et puis alors ensuite, bien sûr, les chiffres. Les chiffres, on les a vraiment scrutés à la loupe avec Véronique depuis que ce premier sujet s'est terminé, et ils n'arrêtaient pas d'augmenter. Donc ça nous inquiète évidemment très fort. Suleiman Lagdim, le délégué général aux droits de l'enfant, parle d'une véritable épidémie. Je pense que vraiment c'est de ça qu'il s'agit, et nous on a le sentiment d'être quand même encore fort seuls à porter ce sujet, ce sentiment d'urgence. On est toujours très bien accueillis, on nous comprend, on nous fait « Ah oui, vous avez raison, oui mais bon, c'est pas tout ». Ce que nous constatons sur le terrain est vraiment terriblement inquiétant. Il y a vraiment véritablement besoin d'un gros sursaut, et qui n'est plus que dans les discours. On ne peut plus se contenter aujourd'hui d'un discours bienveillant à notre égard. Tout le monde apprécie notre projet, on est accueillis très très bien partout. OK, mais j'ai envie de dire, ça nous fait une belle jambe. Mais on va en parler un peu plus du projet, parce qu'effectivement, ce projet, il est né petit à petit, justement après le premier documentaire. Véronique, vous avez fait le tour d'écoles, il y a eu des projections aux 4 coins de la Belgique, même en France. Et il y a eu vraiment cette volonté de créer ce collectif autour des jeunes et de transformer cette parole aussi en parole politique, notamment. Mais oui, je pense que c'est... Enfin, je ne vais pas redire tout ce que Pierre a déjà dit, et je pense que ce qui est quand même important de dire, c'est que à travers toutes ces projections, avec notre trio de stars, dans les projections, on a rencontré d'autres jeunes. Et d'autres jeunes qui sont venus s'adresser à notre trio. Et donc cette envie, elle est née dans ces projections d'être ensemble, de construire quelque chose ensemble. Et il s'est avéré que les choses se sont construites, co-construites ensemble, et que ce cheminement a mené vers la création du collectif Tout va s'arranger. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà de ce que nous avions envie, Pierre et moi, c'est ce que eux avaient envie qui était vraiment important, et ce qu'eux étaient prêts à porter. Parce que je pense que ce qui est vraiment très important de dire,
c'est que notre projet veut mettre leur parole en avant, pas la nôtre, et qu'on veut qu'on les entende et qu'on écoute leurs solutions et qu'on leur permette de prendre part à la co-construction de ces solutions. Et comme dit Pierre, c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on porte est important et même urgent. Il y a une urgence à répondre, mais on a un peu le sentiment ah ben c'est bien, c'est sympa, mais qu'est-ce que... Mais avec un sentiment d'impuissance en face et le fait de nous dire oui, mais on peut rien faire. Et c'est faux. C'est faux, on le voit, et on voit aussi ce que les jeunes disent, et eux-mêmes apportent des solutions. Alors écoutez-les. Ouais, c'est ça, on va les écouter, mais par exemple, Coco, dans les solutions que vous avez amenées progressivement au sein du collectif, il y a notamment cet espace de lien, parce que le lien, c'est ça qui fait aussi, qui est peut-être une des clés de la guérison, ou en tout cas du mieux-être. On peut le dire. Oui, c'est les espaces de lien qu'on a créés pour c'est un lieu de lien. Et en fait, c'est des rassemblements où les jeunes sont ouverts à venir. C'est de 13 à 25 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Et en fait, on vient pour passer un moment. Et en fait, il y a vraiment un rapport de collectivité où on est là, on est ensemble. Et ça revient avec ce qu'on disait tantôt avec Elena sur le fait de se retrouver avec des gens comme nous et de se dire, avec ces gens-là, on peut parler. Avec ces gens-là, on sait. On n'a pas besoin de tout expliquer. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi on se sent mal. On se sent mal et en fait, c'est entendu et c'est là et ça fait du bien de pouvoir dire je me sens mal et c'est OK. Et il n'y a pas de comportement bizarre de se dire oh, tu vas pas bien, quoi, c'est dommage et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Et en fait, on est là et on va se dire je vais pas bien et c'est OK, mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce mal-être, tu vois? Et c'est l'adaptation de pouvoir se dire on est entouré de personnes qui sont capables d'être avec avec des gens qui vont mal. Et en fait, cette intelligence émotionnelle, elle est juste magnifique parce qu'il n'y a pas de besoin de faire semblant d'hypocrisie ou de tout ça parce qu'on se sait. En fait, au final. Et du coup, il y a une liberté d'être, et je pense que c'est ça la magie de tout ça. Et il y a aussi un point très, très important, c'est qu'on se retrouve pour faire des activités ensemble, d'où de l'art aussi. Et franchement, je suis la personne la mieux placée pour prêcher ça. Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on se répare ensemble en faisant de l'art, en faisant des activités manuelles, en faisant plein de choses. Et faire de l'art, c'est ce qui va changer le monde, autant que le collectif. Donc voilà, au moment, c'est un fait. Et voilà, donc c'est très... je pense que ça commence comme ça. Et il y a vraiment... Je pense que ça commence comme ça, avec le collectif, c'est la clé, et l'art, c'est la clé. Et il contient ça. Et Clément, c'est vrai que c'est aussi important de montrer qu'on peut se réparer, on peut aller mieux, on peut se rétablir, on peut s'aider pour aller mieux. Oui, tout à fait. Pour moi, la clé, en fait, on ne guérit pas forcément des troubles anxio-dépressifs ou des troubles psychotiques le plus large, mais on peut se rétablir, on peut se stabiliser pour avoir au moins une hygiène de vie et une qualité de vie qui ne nuit pas à notre... On peut être productif, voilà, qui n'est pas une entrave à notre productivité au quotidien. Et productivité, c'est tout simple, c'est juste se lever de son lit, aller travailler, rentrer chez soi et pouvoir ressentir du plaisir, comme tu disais, et de la volonté. Ça, c'est très important. Et pour se rétablir, la paire aidance, c'est quand même un concept qui est fondamental et on nous parle très peu de ces concepts-là qui peuvent nous aider. On nous parle très peu des termes. Parfois, là, comme Coco disait, sur le fait de ne pas pouvoir ressentir de plaisir, ça s'appelle l'anédonie. Ne pas pouvoir ressentir de volonté, c'est l'aboulie. La paire aidance, le rétablissement, ce sont des termes dont on ne nous parle pas. Et je pense que pour aller au rétablissement, il faut une psychoéducation. Ça, c'est certain, de la part des patients, mais aussi de la part des praticiens qui, parfois, eux-mêmes ne savent pas. Mais, alors, j'ai envie de me tourner vers vous, Pierre et Véronique. Quand vous les voyez, voilà, là, il y en a deux, mais il y a plein de jeunes dans ce collectif de plus en plus. J'imagine qu'il y a une forme de... Oui, alors, j'ai pas envie d'utiliser le mot fierté, mais en tout cas allez, je sais pas, de joie de voir qu'enfin les jeunes prennent la parole. En tout cas, non, pas quand ils la prennent, qu'on l'écoute. En tout cas, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on avait comblé un vide. Oui, c'est ça. On fait quelque chose qui n'existait pas ou en tout cas qui n'était pas visible. Et donc, oui, c'est vraiment important
de voir ces jeunes de plus en plus venir vers nous, avoir envie de s'exprimer, de s'engager, parce que quand on parle de la santé mentale ou des jeunes, il y a plein de situations évidemment différentes, et c'est ce qui est riche aussi, c'est qu'ils sont tous différents. Ils ont tous quelque chose de différent et il faut y répondre de manière différente à chacun et chacune. Donc il n'y a pas une réponse type à apporter. Et ce qui est intéressant dans notre projet, c'est que ils font de la paire et danse en s'écoutant, en étant tolérants les uns vis-à-vis des autres. On n'écoute pas toujours, hein. Parfois il y a des petits clashs, mais c'est rigolo aussi, et ça fait partie aussi du chemin qui est en train de se construire. Et ce que j'ai envie de dire, et c'est là que c'est quelque chose de magnifique et d'incroyable, c'est que ce n'est ni un hôpital, ni un lieu de soins, ni entouré spécifiquement de psychologues, où nous, on n'est ni l'un ni l'autre, hein, donc je vous rassure tout de suite, mais d'adultes qui sont là aussi, qui sont juste bienveillants, qui sont juste à l'écoute, et on les laisse faire. Et je trouve que, voilà, il manque ce genre de choses, et il manque ce genre de lieu. Oui, mais donc le lieu de lien, il y a un compte Instagram du collectif Tout va s'arranger ou pas, et il y a toutes les dates avec le lieu de lien. Vous le filmez, enfin tu le filmes Pierre dans le documentaire. C'est vrai que c'est beau à voir ce lieu de lien. Bah oui, c'est vraiment super beau à voir. Et je crois que ce lieu n'aurait pas existé si Véro et moi, nous n'avions pas réinterrogé nos pratiques et notre rôle dans toute cette histoire-là, quoi. Pour faire émerger ce projet-là, il a fallu qu'on change nous-mêmes. Et ça, moi, je l'ai senti même depuis le début du tournage du numéro 1. C'est vrai que si j'avais utilisé mes habitudes de journaliste telles que je les ai toujours eues jusqu'à présent, ce reportage, ce numéro 1 n'aurait jamais existé parce qu'il y aurait une distance qui se serait créée avec les jeunes. Et d'ailleurs, je le voyais quand j'étais au domaine en 2022, rien ne se passait. J'avais eu les autorisations des parents, des soignants, de Sophie Masse à l'époque qui y était, mais ça ne suffit pas pour faire un documentaire. Il faut créer quelque chose avec les jeunes. Et là, moi, je me suis retrouvé face à un grand inconnu et je me suis dit, OK, on va se mettre vraiment à leur niveau, puisque là, à l'époque, ils étaient fort souvent sur le sol, couchés. Donc c'est une image qui, moi, me parle beaucoup, parce qu'en fait, je me suis retrouvé au même niveau au sens physique et imagé du terme. Et je pense que c'est ça qu'on a développé depuis ce moment-là. Avec Véro, on a développé cette approche vraiment différente qui a permis de nous rapprocher tous et de nous considérer tous comme des êtres humains très impliqués à travers un projet commun qui est celui qu'on porte depuis 2022, mais surtout, il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus... Nous sommes vraiment une entité, enfin une entité unique, non, c'est pas du tout ça que je veux dire. Oui, non, mais on est vraiment tous au même, on est tous au même niveau. Mais ce même niveau, je pense que maintenant, c'est à chacun de se poser la question, à l'école, dans les lieux de soins, si, quand on est en rapport avec les jeunes, on est véritablement au même niveau. Je ne suis pas certain. Dans des lieux de pouvoir comme l'école et comme les hôpitaux, hein, où on a des grades dans les deux sphères, je pense qu'on s'englue dans des enjeux de pouvoir entre jeunes et adultes qui minent le lien et qui ne les aident pas à aller mieux. On va en parler justement de l'hôpital, de l'école. On va continuer à en parler dans la troisième partie de l'émission. Du coup, vous allez nous quitter, mais Coco va rester avec nous. Mais on va se quitter avec un extrait justement du documentaire où on parle des hôpitaux. Ça permettra à nos invités de réagir juste après. Merci beaucoup. Mais merci d'avoir pu nous laisser nous exprimer, parce que pendant des années, pour moi, ça n'a pas été le cas et on m'a juste détruit mentalement. Et notamment les sismothérapies, donc les électrochocs. Je pense que ça a son utilité, mais pas sur d'aussi longues périodes. Mais je doute encore de l'utilité, parce que j'ai toujours pas retrouvé ma mémoire au bout de presque 3 ans. J'ai toujours ces vides dans ma tête, ces moments d'absence colossale. Et j'ai plus vraiment il me manque une partie de moi. Et toi, aujourd'hui, en repensant à tout ça,
si tu pouvais te dire, de quoi tu rêverais? Qu'est-ce que ce serait pour toi une prise en charge idéale ou une institution idéale? Je pense que ce serait déjà plus près de là où on habite, qu'il y en ait un peu plus partout. Une bonne alimentation, on aurait le droit aussi à des fois choisir aussi et pouvoir nous-mêmes faire à manger parce que ça change aussi, faire plus d'activités, je dirais. Ça, c'est l'ennui, on connaît bien. Oui, où tu passes des fois 2 heures sans rien faire. Les mercredis, tu fais rien. Tous des trucs comme ça, c'est long. Je me doute. Et aujourd'hui? Ça va mieux. J'ai toujours des crises d'angoisse qui sont toujours très fortes par moments. Mais sinon, ça va mieux. Franchement, j'ai su sortir de beaucoup de choses, dont les scarifications. Une étape. Alors moi, vraiment, je pense que ce qui pourrait m'aider ou me faire du bien, c'est pas les hospitalisations, mais plus un endroit isolé. Genre, par exemple, dans une forêt avec une petite cabane ou quoi, ou au bord d'un lac. Voilà. Alors avant de vous faire réagir à cet extrait, j'ai envie de présenter les derniers invités qui nous ont rejoints sur le plateau. Donc il y a Sophie Mas, bonjour, vous êtes pédopsychiatre et responsable de l'équipe mobile des grands ados du réseau Brustar. Elena qui est revenue parmi nous, donc membre du collectif Tout va s'arranger ou pas. Et Soleiman Lagdim, bonjour, vous êtes déléguée générale aux droits de l'enfant. Sophie Mas, j'ai envie de vous faire réagir en premier parce que c'est vrai que depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de... on a assez dur avec les pédopsychiatres, avec les hôpitaux, avec le monde médical de façon générale. On voit ici des jeunes qui témoignent des difficultés qu'ils ont vécues en hôpitaux. Mais du coup, voilà, juste vous qui êtes pédopsychiatre, qui avez travaillé dans un hôpital, qui travaillez maintenant dans une équipe mobile, comment vous réagissez face à ces réactions ? Eh bien, j'ai déjà été interpellée par des collègues qui ont effectivement vu le film et dont la première réaction était effectivement de trouver que c'était un peu trop dur, etc. Et j'avais tendance à leur rappeler, à ces collègues, que nous sommes d'accord avec ce qu'ils disent, que nous le dénonçons nous-mêmes d'ailleurs. Et je pense que le monde le monde médical, le monde hospitalier, le monde de l'enseignement aussi est en souffrance, on ne cesse de le dire. On ne cesse de montrer, effectivement, de démontrer qu'il y a du burn-out, qu'il y a une charge de travail de plus en plus importante, que les moyens ne suivent pas. Et je pense que ça entraîne effectivement des soignants qui sont dans une position altruiste de désir d'aide, de ne plus pouvoir effectivement faire correctement leur métier. Je pense qu'il y a des situations de burn-out éthique de plus en plus importants. Et les premiers symptômes du burn-out, c'est la perte d'empathie, justement. Vous perdez votre humanité, vous vous robotisez. Et je pense que ça entraîne effectivement de la maltraitance institutionnelle. Et en même temps, j'ai envie de me tourner vers Coco parce que je sais que vous tu as un rapport un peu particulier avec l'hôpital parce qu'à la fois, tu as vécu aussi des souffrances et en même temps, c'est vraiment un lieu de refuge aussi parfois pour toi. Coco, c'est la personne qui balance le fait qu'elle va pas bien et elle est forte pour ça. Et en fait, elle est plus forte qu'elle va pas bien. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est d'être reconnue, d'en dire en fait, c'est pas parce que je le dis, c'est pas parce que je l'annonce et que je vis avec que c'est facile en fait. Et du coup, ce rapport d'être reconnue plus comme une personne forte qui prend la parole qu'une personne en souffrance, c'est très compliqué. Et moi, j'ai cette relation-là à l'hôpital où, en fait, pour être une personne qui a grandi dans un foyer dysfonctionnel et qui n'a pas eu de maison vraiment familiale, vu que j'y ai été très jeune, j'y retourne en mode... comme un jeune qui est à l'université et qui vit en côte et qui retourne chez ses parents le week-end. Ben moi, j'ai un peu ça. Je trouve ça, c'est un peu bizarre. Et en fait, il y a vraiment ce rapport d'être reconnu et d'être entendu. Et le rapport aussi où je rappelle la médication, c'est un béquille pour aider, pour accompagner. Ce n'est pas quelque chose qui va soigner, ce n'est pas quelque chose qui va enlever tes souffrances, qui va enlever toutes tes peines. Mal utilisées, mal diagnostiquées, mal prises, c'est vraiment quelque chose qui détruit énormément physiquement aussi. Mais ça peut être quelque chose qui est bien suivi, bien entretenu. Ça peut être quelque chose qui aide. Et en fait, j'ai énormément de place pour parler de ça avec des bonnes personnes et pour parler aussi de prendre soin, en fait. Et il y a vraiment le rapport à prendre soin. Ce qui est très compliqué, c'est que le monde à l'extérieur dans lequel on vit, il est tellement rapide, il est tellement individualiste, en fait, chacun va tellement mal qu'il n'a pas la place de prendre soin de l'autre. Et c'est ce que je dis parfois. Parfois, on ne se rend pas compte de sourire
qu'on peut aborder à une personne dans la rue, de lui dire, de la laisser monter dans le bus, de la laisser tout ça. Moi, c'est des petits trucs qui me touchent au quotidien, où je me dis, ah ça va, le monde, il est pas si perdu que ça, tu vois. Mais le monde, il a pas le temps et il a pas la place de s'occuper d'autres gens qui vont pas bien. Et moi, mon refuge à l'hôpital, c'est de pouvoir me dire, en fait, je sais que le monde, il a pas la place pour s'occuper de moi. Alors il faut que j'aille la trouver quelque part. Soleiman Lagdim, alors c'est difficile d'enchaîner après Coco, mais le rapport annuel du délégué général aux droits de l'enfant, il s'intitule cette année des mots aux mots, et en même temps, parce que vous avez voulu vraiment mettre en lumière la question de la santé mentale, et en même temps j'ai envie de rebondir sur ce que disait Coco, parce qu'elle parle de reconnaissance notamment. Est-ce que le fait justement de mettre des mots sur les mots, c'est aussi reconnaître qu'il y a un vrai souci aujourd'hui, et vous parlez d'épidémie d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il y a aujourd'hui une situation qui est catastrophique. Si on regarde tous les indicateurs, tout est en explosion. Et moi, je suis très surpris de voir qu'on ne prend pas la pleine mesure de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Alors moi, je suis légitime pour parler des 0-18 ans, mais c'est l'ensemble de notre société qui ne va pas bien, parce que les adultes ne vont pas bien non plus. Et ça a d'ailleurs des répercussions sur les enfants. Quand le parent ne va pas bien, ça évidemment... Tout à fait. Si vous avez des enfants qui vivent avec des parents qui sont eux-mêmes en grande souffrance psychique, ça a des conséquences directes sur leur bien-être à eux. Et en fait, souvent, on oublie de parler du bien-être. On parle de santé mentale, on a un discours très culpabilisant, on renvoie vers des caractéristiques individuelles, alors qu'il y a des déterminants sociaux sur lesquels on peut agir, sur lesquels on peut travailler pour diminuer cette pression. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et je vais juste peut-être répéter. Il y a un contexte global qui est très très défavorable. Il y a une éco-anxiété, on a des conflits armés aux portes de l'Europe avec un risque de généralisation potentielle du conflit. On a l'émergence de l'intelligence artificielle. Coco l'a dit, il y a une accélération dans le rythme de vie et une difficulté de pouvoir se projeter. Et à côté de ça, il y a toute une série de vulnérabilités qui viennent se coller en plus à ce contexte qui est déjà désastreux. Il y a un lien très fort entre la question de la pauvreté et de la précarité et la santé mentale. Il y a un lien très fort entre, par exemple, les enfants en situation de migration et la santé mentale. Je rappelle, par exemple, que les mineurs non accompagnés, avant d'arriver sur notre territoire, 85% de ces gamins ont été enfermés ou ont subi des tortures et plus de 35% ont vécu des violences sexuelles et parfois des violences sexuelles qui sont juste inconcevables. Donc, il faut travailler sur ces déterminants sociaux pour éviter le basculement vers de la souffrance psychique qui fait des dégâts monstrueux. Sophie Masse, on sait que l'adolescence c'est une période compliquée, ça a toujours été une période compliquée, voilà, il y a des changements, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a donné déjà quelques indicateurs, mais qu'est-ce qui fait, vous, qui rencontrez des jeunes tous les jours, qu'est-ce qui fait que ça explose et qu'aujourd'hui, il y a une telle épidémie de problèmes de santé mentale? Alors effectivement, on constate que c'est essentiellement chez les 13-25 ans que les taux de troubles anxieux et dépressifs sont les plus marqués. Actuellement, les études se focalisent plus ou moins sur 40% de nos 13-25 ans qui présentent effectivement des troubles dépressifs et anxieux. 40%. Donc on arrive bientôt aux 50%, donc ça va devenir la norme quelque part. Et effectivement, on continue à les stigmatiser, à les rendre finalement responsables eux-mêmes de leur propre mal-être, sans remettre en question finalement le contexte dans lequel nous nous trouvons et qui est à l'origine justement de cette augmentation très importante des chiffres. Nous avons toujours rencontré effectivement des jeunes en souffrance. L'adolescence n'est effectivement pas une période facile. C'est une période de plus grande fragilité. Mais nous n'avons jamais connu des chiffres pareils. Et donc, il faut quand même se poser un petit peu la question de ce qui fait augmenter aujourd'hui ce taux de décompensation. Et je pense effectivement qu'il y a des facteurs sociétaux aujourd'hui qui sont très clairement responsables et qui sont à l'avant-plan. Et pourtant, nos jeunes ont une capacité de résilience. Ils ont une capacité effectivement de rebondir et on le voit ici. Et tous les jeunes nous disent quoi ? Finalement, quand un jeune est hospitalisé et qu'on lui pose la question de savoir qu'est-ce qui l'a le plus aidé, ce qu'il va vous répondre, ce n'est pas les soins, ce n'est pas les médicaments, on l'a bien entendu, ce n'est pas les activités, c'est sympa les activités, mais ce n'est pas les activités, c'est encore moins le soutien scolaire. Non, ce qui aide, ce sont les autres jeunes. Ce sont les autres jeunes et donc je pense effectivement qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important de compter de nouveau
plus sur le lien à l'autre, le collectif, et de mettre effectivement de la prévention en place. Parce qu'aujourd'hui, quand on atteint 40% de jeunes qui vont mal, il ne s'agit plus d'être dans une politique interventionniste où on va mettre un psychologue sur la tête de chaque jeune, on n'y arrivera jamais, on ne sera jamais assez nombreux pour ça. Je pense effectivement que c'est de la prévention qu'il s'agit de mettre en place et de la prévention qui permet effectivement à ces jeunes de pouvoir se dire, de pouvoir participer à des activités communes, de pouvoir expérimenter des choses en commun, de pouvoir le nommer, de partager l'expérience et de construire effectivement du lien dans lequel ils se retrouvent, du lien dans lequel ils peuvent effectivement se nommer, où ils peuvent se permettre effectivement de nommer leur ressenti, de pouvoir le comprendre et de pouvoir du coup retrouver effectivement des perspectives dans un monde qui leur en apporte très très peu. Elena, tout à l'heure tu nous as parlé de l'école notamment. Est-ce que pour toi ça n'a pas été, enfin ce n'est pas une réponse, aujourd'hui c'est compliqué à l'école. Qu'est-ce que tu as l'impression qu'on pourrait mettre en place justement au niveau de l'école? Qu'est-ce qui t'aiderait toi par exemple au niveau de l'école? Je pense que déjà les professeurs devraient être plus sensibilisés à la santé mentale parce que pour la plupart des professeurs, ils n'en ont rien à faire de la santé mentale. Et je comprends parce que pour eux, dans leur époque, c'était beaucoup... on n'en parlait jamais, ça n'existait pas, et voilà. Mais là, le monde, il a évolué et je pense qu'il faudrait... Je sais que pour les professeurs actuels, c'est difficile, mais pour les prochains professeurs, peut-être mettre quelque chose dans leur parcours pour les sensibiliser à la santé mentale, pour savoir comment réagir, pour décerner si les jeunes vont bien ou pas, et que les éducateurs soient aussi plus formés à transformer les horaires, pas beaucoup, mais juste pour alléger un peu et mettre que les matières principales plus étalées sur la semaine, pour que les jeunes puissent avoir du temps pour eux, pour se soigner, pour avoir un peu de pause et pour être un peu relax, quoi. Donc je pense que ça serait important pour qu'ils apprennent un peu à gérer, quoi, parce que là, ils ne gèrent pas du tout. Pour eux, ils sont encore bien en arrière, quoi. Et il faudrait que ça change, que ça évolue. Oui, et Elena, tu étais présente à la présentation du rapport donc du délégué général aux droits de l'enfant au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 18 novembre. Et quand tu as témoigné, tu disais on ne demande pas qu'on nous simplifie la vie, mais qu'on nous comprenne, qu'on nous accompagne, qu'on nous laisse respirer, qu'on arrête de nous dire aussi que ça va passer. Oui. Et ça, tu aimerais avoir peut-être des moments à l'école ou ailleurs où on te laisse un peu respirer, où on vous laisse créer ce lien, en fait, justement, dont on parlait. Oui, bien sûr, parce que je trouve que c'est hyper important. Même moi, par exemple, mes rendez-vous, je suis toujours obligée qu'ils attendent ni pendant le foot, ni pendant l'école. Donc ça nous rajoute des choses en plus. On n'a jamais le temps de passer des bons moments entre amis. On est juste relax, quoi. Quand on est ensemble, c'est soit parce qu'on doit travailler, soit parce qu'on a une sortie d'école, mais on ne peut plus jamais être tranquille, quoi. Et oui, moi, je trouve que c'est important. Soleiman Lagdim, pour vous, justement, quel est le rôle de l'école? C'est vrai qu'on demande beaucoup à l'école aujourd'hui. Hein. On va lui demander de travailler sur la santé mentale, de travailler sur la question du harcèlement, dont vous parlez aussi dans le rapport. On lui demande de parler d'Evras. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Et du coup, comment l'école peut s'emparer de ça, selon vous? L'école doit d'abord questionner ses pratiques. Vous savez, toutes les grandes réformes qui ont été faites au niveau scolaire n'ont jamais tenu compte des besoins des enfants. Si aujourd'hui, par exemple, on a 2 mois de vacances, ce n'est pas parce qu'on voulait que les enfants se reposent pendant 2 mois, c'est qu'à l'époque, on était une société qui était majoritairement agricole et qu'on avait besoin des enfants pour donner un coup de main parce que c'était les moissons. C'est pour ça qu'il y a 2 mois. Aujourd'hui, si on a augmenté l'obligation scolaire de 14 à 16 et puis de 16 à 18, c'est parce qu'on a eu des chocs pétroliers et que d'un point de vue économique, il ne fallait pas qu'il y ait trop de monde sur le marché. Les jeunes faisaient concurrence à la main-d'œuvre qui était déjà disponible. En réalité, il faudrait déjà que l'école réponde aux besoins des enfants. Donc c'est tout le débat, notamment sur les rythmes scolaires. C'est la première fois d'ailleurs avec les rythmes scolaires qu'on a tenu compte des besoins, mais sur l'aménagement de la journée d'école, là aussi il y a du travail. Donc en fait, l'école, elle n'est pas bonne. Et quand je parle d'école, je parle de l'institution parce que honnêtement, je rencontre beaucoup d'équipes éducatives, beaucoup de profs qui essayent de faire ce qu'ils peuvent et avec les moyens du bord. Sauf que d'un côté, ils doivent transmettre toute une série d'apprentissages et effectivement, on vient avec toute une série de demandes supplémentaires à côté. Et un prof dans sa classe,
il est un peu comme un indépendant, il est tout seul, il a une vingtaine d'élèves et il fait ce qu'il peut. Alors il y a des bons profs, il y en a des moins bons, comme chaque institution, il y a toujours des bons et des moins bons, mais l'école doit profondément changer son ADN. Et son ADN, c'était de former une main-d'œuvre un petit peu formée, pas trop, mais surtout très obéissante. Et on voit qu'on a du mal à sortir de ça. Or, aujourd'hui, je crois qu'un des gros défis de l'école, c'est de mettre du bien-être à l'école. C'est-à-dire des lieux d'écoute, des lieux de parole, réguler les relations entre élèves. Parce qu'on sait, par exemple, que le harcèlement fait des dégâts monstrueux en milieu scolaire. Mais donc, c'était un peu l'ambition du pacte pour un enseignement d'excellence. Il y avait différents chantiers qui avaient été lancés. Et on voit aujourd'hui qu'on fait marche arrière sur les quelques petites victoires qu'on avait obtenues. Si on veut réformer l'école, il faut le faire sur plusieurs législatures. Et c'était ça l'ambition du pacte. C'est de dire, OK, à un moment donné, on va dépasser les clivages politiques obédientiels et on va essayer d'avoir une vision prospective où on va réformer notre école qui n'est pas très bonne. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, qu'on fait marche arrière sur la gratuité des cantines, sur la gratuité des fournitures scolaires, sur l'extension du tronc commun, etc., etc. Donc on ne va pas dans la bonne direction. Mais du coup, l'école, vous dites qu'il faut avoir une réflexion plus globale. Est-ce que, Sophie Maes, sur la question de l'accompagnement, aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore submergé de demandes ou on en est vraiment sur le terrain vous êtes submergé de demandes, oui, on l'a compris, il y a une épidémie, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'équipes et quelle est l'attente aujourd'hui ? Eh bien non, nous sommes effectivement dans un secteur qui est tout à fait saturé, tant dans le suivi ambulatoire que dans le suivi hospitalier. Et aujourd'hui, des jeunes qui auraient besoin effectivement d'être pris en charge et hospitalisés, parce qu'ils se présentent aux urgences avec des idées suicidaires ou suite à un passage à l'acte, ne sont pas pris en charge aujourd'hui par manque de place. Et ça continue effectivement depuis le Covid, mais ça n'a pas cessé depuis lors. Et aucune mesure véritablement digne de ce nom ont été prises jusqu'à présent. Alors c'est vrai qu'il y a des initiatives qui ont été prises, mais qui ne sont pas à la hauteur du défi. Et je pense très sincèrement qu'il s'agit effectivement de développer beaucoup plus la prévention. Alors c'est vrai que ce n'est pas le core business de l'école de faire de la prévention, mais je pense qu'on n'a plus le choix aujourd'hui. On a demandé aux écoles de mettre en place des mesures sanitaires pour essayer de sauver notre système de soins de santé. L'école a dû effectivement participer à l'effort de prévention au moment du Covid. Je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de mettre effectivement des mesures de prévention en milieu scolaire, l'endroit où les jeunes se retrouvent, l'endroit où nous pouvons tous les rencontrer. Il s'agit de faire de la prévention primaire et pas de la détection précoce. Il s'agit d'aider tous les jeunes parce que nous avons tous nos limites, nous avons tous nos fragilités et nous sommes tous susceptibles, à un moment donné, de basculer. Et c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les soignants, c'est vrai pour les enseignants, c'est vrai pour les adultes qui travaillent. On assiste à énormément de burn-out aujourd'hui. Je pense effectivement que ça pose très clairement la question de notre manière d'être ensemble et de vivre ensemble. Et en milieu scolaire, c'est en milieu scolaire qu'on apprend le vivre ensemble. C'est en milieu scolaire qu'on rencontre l'autre avec une autre culture, avec d'autres codes, avec d'autres habitudes. Ce n'est pas en milieu familial. En milieu familial, on est dans un entre-soi et on partage tous effectivement la même culture et les mêmes codes. C'est à l'extérieur, c'est à l'école qu'on fait la rencontre des autres et que nous pouvons effectivement du coup aller à la rencontre de soi-même, de se rendre compte que finalement ce qu'on pense n'est pas partagé par tous. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que nous entrons dans l'ère du numérique, avec des bulles qui enferment au niveau des réseaux sociaux et où finalement l'autre n'existe plus que pour vous liker dans ce que vous annoncez. On est en train de détricoter tout le tissu social. Nous savons que nos démocraties sont en danger aujourd'hui. Et donc, il ne s'agit pas uniquement de prendre soin de nos jeunes, il s'agit de prendre soin de toute notre humanité. Mais alors, juste pour terminer, mais vraiment en deux phrases, mais je sais que Souleymane Lagdim, dans votre rapport, ce que vous préconisez, c'est un master plan santé mentale. Pourquoi ? Oui, parce que c'est transversal. La santé mentale, elle concerne tous les départements. Et malheureusement, en Belgique, et en Belgique francophone en particulier, on est victime du morcellement institutionnel. Et donc, le morcellement institutionnel dans une pénurie de moyens fait qu'on a des positionnements protectionnistes. Chaque secteur dit c'est pas moi, c'est à l'autre de le faire et finalement on ne prend pas en charge à bras-le-corps le problème. Donc il faut que ce soit un master plan parce
qui doit se décliner au niveau local, au niveau interdépartemental et au niveau ministériel. Je le dis, il faut en faire une cause nationale. Alors juste 2 infos. Votre rapport, il est disponible sur le site, donc c'est droitsdel'enfant.be. Et alors le documentaire Tout s'est arrangé ou pas, il y a une adresse qui s'affiche en bas de votre écran et qui permet d'avoir toutes les informations si vous voulez le projeter quelque part dans une école, dans un hôpital, dans un centre culturel, où vous voulez. Et c'est déjà le moment de se quitter, mais on va se quitter en musique encore avec vous, Pincée de Coco. On se retrouve, on va éteindre les lumières et on se retrouve dans un instant. Merci beaucoup. Merci. Je suis comme la nuit, chaque jour je tombe, comme un silence infini qui pense sauver le monde. Je suis comme la nuit, chaque jour je tombe, comme si à l'aube, à la lueur des vies des oiseaux, c'était la renaissance de nouvelles ondes, comme si c'était la mort qui devait me faire revivre, comme si chaque jour était une nouvelle moi de voir, sans cesse me réinventer comme si je me plaisais pas. Alors, chaque matin j'enfile un nouveau masque qui m'effraie, celui du bonhomme, de la pétasse, de la droguée, de l'artiste ou de la daronne, de la fêtarde, de l'insensible. J'enfile un sourire, mais ils me parlent tous comme s'ils savaient qui j'étais, c'est donc jamais assez. Même un pourquoi pas m'insatisfait, donc je dois toujours perdre pour me retrouver, devoir tous les soirs me réinventer comme si un matin j'allais me lasser de moi. Je suis comme la nuit, chaque jour je tombe, comme un silence infini qui pense sauver le monde. Je suis comme la nuit, chaque jour je tombe. Alors ouais, comme toi je comprends pas. Peut-être que je me transforme en bonhomme pour me sentir en sécurité, que je fais la pétasse pour me faire remarquer. Peut-être qu'on me prend pour une droguée parce que j'adore fumer des joints, que je fais la daronne pour tenter de me faire respecter. Peut-être que je fais l'artiste espérant devenir quelqu'un. Et en fait, peut-être que je suis tous ces masques ou aucun à la fois, mais c'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ils me demandent encore et encore qui je suis, alors que je suis comme la nuit, chaque jour je tombe et chaque matin je revis. Et comme la nuit, chaque jour je tombe pour me relever. Alors en vrai, faut que j'arrête de m'affoler parce que je suis toutes ces identités à la fois. Je suis tout et rien. Je suis l'intensité qui brûle et le vide qui consume. Je suis ce que la société ne comprend pas. Alors ouais, je suis peut-être toutes ces identités et aucune à la fois, mais c'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. Le vrai souci, c'est que tout ce qui est autour de moi me fait douter. Alors il a fallu que je me rende à l'évidence. La solution, c'est pas de me changer, non, c'est juste d'accepter que prendre soin de toutes ces parties de soi, ça prend tellement de temps. Alors moi j'ai décidé de le faire, d'arrêter de m'inquiéter, de me poser et de plus vraiment jamais m'inquiéter.